Le Conseil national de transition présente La France libre. Lundi, mercredi, vendredi, 20h30, 22h. La France libre. Conseil national de transition. Bienvenue, 20h30, Conseil national de transition, la France libre, et avec nous l'équipe Bruno, Philippe et Marie. Bonsoir les amis. Philippe, c'est à toi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc nous sommes en comité restreint ce soir, mais on va parler quand même de sujets intéressants. Donc sans déflorer le sujet, Sylvain en parlera tout à l'heure, on va parler des écolieux et puis moi je vous raconterai des petites histoires sympathiques qui nous permettent de réfléchir sur d'où nous venons et où nous voulons aller. J'espère ne pas vous lasser et que ça sera sujet à réflexion pour chacun d'entre nous. Je pense également que Bruno va nous parler d'un certain nombre de travaux qu'a réalisé Monsieur Gunther Paoli, qui ne nous en voudra pas si on le cite ce soir, j'espère que non. Et puis voilà, toutes ces choses ont un intérêt, c'est de nous faire avancer vers la connaissance, vers la réflexion et de préparer le temps de demain. Je crois que nous avons grand besoin de tout ça. Alors voilà ce que je voulais dire en introduction. Je laisserai ensuite Bruno vous parler d'Éric, d'un certain nombre de choses. En ce qui me concerne, je voudrais rebondir sur une actualité que nous avons déjà citée mercredi dernier, qui concerne les boîtes de nuit, les discothèques. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, ça ne l'est pas vraiment, puisque nous sommes sur une logique de reprise ou de non-reprise de la part de ces professionnels qui ont été spoliés avant tout le monde, plus longtemps que tout le monde, de l'exercice de leur métier. Parce que, bien entendu, dans les boîtes de nuit, les gens sont côte à côte et que ça pose un problème sanitaire ou c'est censé poser un problème sanitaire. En l'occurrence, donc, l'État français propose à ces personnes de récupérer, mais avec une jauge de récupérer leur activité, mais avec une jauge de 70%. Ce qui veut dire en clair qu'avec 70% de leur chiffre d'affaires, ils doivent, habituel, je dirais, ils doivent faire tourner leur maison en conservant 100% de leur charge. Ce qui me paraît un équilibre compliqué. Si compliqué d'ailleurs qu'un collectif de ces professionnels a décidé tout simplement de dire non merci à l'État, on va continuer de rester fermé. Parce que si on travaille à 70% de chiffre d'affaires, on va tout simplement mourir. Donc, c'est pas très intéressant. Jusqu'à maintenant, nous étions subventionnés, ce qui n'est pas non plus notre
notre naissance. Hein, on n'est pas né avec l'idée d'être subventionné. C'est pas dans notre caractère, dans nos habitudes, mais on préfère être subventionné plutôt que de travailler à perte ou à notre perte. Voilà un petit peu le point où nous en sommes. On va suivre de près l'évolution de ce point de discussion entre une profession et l'État qui est censé subvenir aux besoins d'une profession en détresse. Voilà. Donc ça, c'est le point d'introduction et d'actualité que je souhaitais pointer. Il y a d'autres choses, mais on en parlera plutôt en fin d'émission, sur notamment, bien entendu, tout ce qui est piqûre. Hein. C'est très important, c'est un cas très important. Euh, et je vais donc laisser la parole dans un deuxième temps à Bruno qui va nous parler. Et ensuite, on rendra la main à notre ami Sylvain qui va nous parler des écolieux. Donc, c'est un sujet extrêmement important pour tous et toutes. Et bonne soirée à tous. Merci Philippe. Écoute, moi je vais rebondir fortement sur ce que tu as dit au sujet des discothèques, parce que moi je dirais, comme Obélix, je suis tombé dans le disco dans les années 80, je suis tombé dans la marmite à fond. Et j'étais, entre autres activités, disque jockey amateur, j'organisais des soirées et beaucoup de gens au CNT le savent. Et je trouve que la différence qu'il y a entre le mode de vie, la liberté qu'on avait à l'époque, dans les années 80 et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Quand je me rappelle de ces années-là, non seulement on avait la meilleure musique, et pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'équivalent, mais en plus de ça, au niveau liberté, au niveau distraction, au niveau amusement, c'était formidable. Et là, malheureusement, ce que Philippe a dit au niveau des discothèques, c'est même encore plus grave parce que je pense que plus de la moitié des discothèques vont être obligées de faire faillite, vont être obligées de fermer. Donc, on restreint encore plus la joie, la distraction pour la population. Et tout ça, c'est voulu. Et justement, par rapport à ça, je vais parler d'Éric Fiorilde, qui donc, lui, étant le fondateur du CNT, le Conseil national de transition, lanceur d'alerte depuis 20 ans et auteur du livre La démosophie, qui a été réédité au mois de décembre. Lui n'a jamais cessé d'avertir le peuple et de prévenir déjà bien à l'avance du vrai complot liberticide qui allait atteindre la France et le reste du monde. Pour avoir dit la vérité et sommer les autorités, entre guillemets, d'arrêter d'obéir à ces ordres maléfiques et illégaux, la justice, aux bottes du pouvoir macronien, l'a enfermé depuis maintenant 192 jours, sans réel motif, sans explication et sans procès. Trouvez-vous ça normal dans un pays soi-disant des libertés? Donc agissez, diffusez l'info pour que soit libéré le plus important des prisonniers politiques du soi-disant pays des droits de l'homme. Libérez Éric. Voilà ce que je voulais dire parce qu'on n'oublie pas Éric et on se bat pour qu'il soit libéré. Voilà, je te repasse la parole, Sylvain. Merci à tous. Merci Bruno, merci de cette parole et je crois que nous sommes tous absolument d'accord avec toi. Le sujet de ce soir, eh bien, on va le détailler ensemble. Soir à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Partout en France, des citoyens se regroupent pour habiter ou travailler ensemble. Parfois pour faire les deux. Ils créent ce que l'on appelle des écolieux ou des tiers-lieux afin de mieux répondre aux crises écologiques et économiques. Leurs aspirations ? Inventer collectivement une vie et des activités plus riches de sens, plus sobres en moyens, équipements, ressources naturelles et financières, et plus solidaires avec diverses coopérations. Ces nouveaux écolieux dessinent-ils la société de demain ? Changer de vie, beaucoup en rêvent, surtout avec la quadruple crise climatique, sanitaire, économique et politique que nous subissons. Certains l'expérimentent à plusieurs depuis déjà quelques mois à la faveur du confinement, un peu partout en France. Ces installations de collectifs d'habitants à la campagne, au plus près de la nature, développent des modes de consommation plus sobres et tendent vers l'autosuffisance. Y sont intégrées des pratiques telles que la permaculture et le respect du vivant, l'alimentation végétarienne, voire végétalienne, la construction écologique, le jardinage collectif et la gestion collective des lieux communs. On y trouve également le recours à l'énergie renouvelable et l'autonomie énergétique, l'agriculture autosuffisante, la démocratie participative et la communication non violente.
Ces nouveaux collectifs de vie et de travail nous questionnent tous. Dessinent-ils vraiment un nouveau monde, plus résilient et durable? Sont-ils destinés à tous ou réservés à quelques personnes cultivées et écolos? Leur mode de vie ou de travail en collectif est-il si facile et économiquement viable? Est-il réplicable ailleurs et par tous? Un modèle réplicable ailleurs et partout, c'est ce que nous allons essayer de voir ce soir, et si ce modèle est effectivement viable, les écolieux. Non, non, on veut bien répondre, on veut bien participer à la réponse. Il y a eu des commissions qui ont été établies justement pour traiter de ces sujets-là. L'habitat, l'éco-village, qui est un écolieu comme un autre, essentiel, un des essentiels écolieux, sachant qu'il existe également des exemples de villes qui se mettent à l'écologie et en particulier à la culture vivrière au sein des espaces de la cité, qui sont normalement des espaces verts réservés à l'esthétique, et que certains maires d'Angleterre en particulier ont décidé de rendre productif comme un potager, tout simplement. C'est-à-dire que plutôt que de mettre de la pelouse, on a planté des carottes et des patates. Et avec la responsabilisation de chacun des habitants de la ville. Pourquoi? Pas simplement pour faire joli, parce qu'en Angleterre comme ailleurs, mais surtout en Angleterre, il y a des zones d'ex-zones industrielles sinistrées, je ne reviens pas là-dessus, qui souffrent énormément et dont les habitants sont tout simplement très très malheureux et qui ont du mal, il faut le dire les choses clairement, qui ont du mal à trouver à manger et rester dignes. Donc, cette initiative populaire anglaise, elle part du maire de la ville. Et ça s'est très très bien passé avec la collaboration de chacun des citoyens anglais qui ont respecté, bien entendu, un certain nombre de règles pour pouvoir récolter, d'abord semer, travailler, récolter. Il faut établir des règles. Qui fait quoi? Qui a droit à quoi? Ça se passe en interne. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais ça a eu lieu. C'est-à-dire que ces espaces publics ont été transformés en jardins et en potagers. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, plutôt que de se dire bah, l'esthétique passe avant tout, on veut pouvoir faire du golf comme sur un gazon anglais, mais le golf, peu de gens en font, et on s'aperçoit que dans les milieux populaires et même dans les milieux un petit peu au-dessus, on n'en fait pas du tout sur les endroits publics. Donc voilà, retour à une logique vivrière qui consiste à mettre en avant le fait que la terre est bonne partout et en particulier en ville. Et comme on souhaite, comme disaient certains humoristes, mettre les villes à la campagne, eh bien je crois que les Anglais, ils ont presque réussi leur coup en mettant des jardins au sein des villes. Alors, c'est un procédé qui n'est pas tout à fait nouveau, c'est un procédé qui est même relativement ancien, mais qui respectait d'autres règles autrefois, y compris en France. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, on avait, à proximité de chez nous, des terres qui étaient mises à la disposition, justement, par les mairies, pour être cultivables, pour être jardinées. Mais pour être jardiné, chacun avait son propre lopin de terre. C'est ce qu'on appelait les jardins ouvriers. Ça doit résonner dans les mémoires encore de quelques personnes aujourd'hui. Il y en avait de loin en loin en ville. Je vois très bien où est-ce qu'il y en a, pas très loin de chez moi, encore aujourd'hui. Jardin ouvrier, ça voulait dire que la personne était propriétaire de ses 20 mètres carrés ou de ses 30 mètres carrés, avec une cabane pour abriter ses outils, et il avait le droit à l'usage de cette terre. Et chacun pouvait effectivement pouvait piocher. La différence par rapport à la solution anglaise que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on n'était pas dans le centre-ville, on était plutôt à l'extérieur des villes et pas dans le centre des villes. C'est vraiment la grande différence. Donc voilà, donc il y a plusieurs solutions aujourd'hui qui s'offrent à nous, des jardins de type jardin ouvrier, s'il restait encore des ouvriers aujourd'hui, il y en a peut-être encore, et puis ou des jardins à la manière des Anglais, c'est-à-dire des jardins publics transformés en potagers, ce qui est une autre approche. Voilà, donc les écolieux, ils se présentent sous différentes formes. Évidemment, les plus courants, ce sont les écolieux non urbains. Ce sont ceux qu'on trouve soit dans des villes, je dirais, qui sont elles-mêmes au milieu de campagne, un peu éloignées des grands centres, soit carrément dans les forêts, dans les bois. Donc voilà, donc il existe plusieurs formules possibles. On a eu l'occasion dans les commissions d'en parler, dans les commissions qui ont eu lieu entre le mois de février et le mois de mai dernier au sein du CNT.
dans le cadre d'exercices, on a trouvé des solutions pour comment faire pour habiter, comment faire pour construire, comment faire pour vivre, comment faire pour disposer d'une monnaie locale, pourquoi pas, comment faire pour traiter les lieux d'acheminement, c'est-à-dire les revêtements de sol, les routes, les revêtements, les enrobés, etc., s'il y a des enrobés. Comment faire pour circuler, voiture par voiture, si oui, lesquelles. Enfin bref, il y a eu toute une série de réflexions qui ont été conduites, qui ont été menées et qui sont très adaptées à des situations diverses. Donc les écolieux, c'est bien entendu une solution de mise en autonomie, premièrement, c'est-à-dire que chacun va vivre de sa propre production vivrière. Et deuxièmement, on va se mettre en écologie, puisqu'on va respecter les cycles naturels et on va respecter des ordres naturels. Voilà ce qu'on peut dire sur les écolieux, sur les écovillages. C'est une tendance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde dit, quand je dis tout le monde, ce sont des scientifiques, des sociologues, émérites et capables, qui prévoient dans les années qui viennent une extension, je dirais, de cette surface non occupée pour l'instant, qui est la surface périurbaine, pardonnez-moi, ou la campagne, tout simplement, qui ont subi ces campagnes une désertification de près de 50 ans, avec un exode qui va de la campagne vers la ville. Il est temps de réinverser la tendance et de profiter des progrès techniques, justement, pour faire qu'il y ait, d'une part, une égalisation de l'urbanisme et des zones de campagne un petit peu plus sur toute la France, plutôt que de spécialiser par zone des zones hyper urbaines avec des zones hyper éloignées de tout, hein, et sans acheminement, sans quoi que ce soit. Donc, il s'agit de réurbaniser tout ça, de le repenser, de repenser la vie ensemble, pas simplement la ville à la campagne, mais faire des choses un petit peu dans cet esprit-là, profiter des nouvelles technologies justement pour faire accéder aux zones éloignées à des informations nécessaires, à des moyens nécessaires qui n'étaient pas possibles d'avoir avant. Et les sauts technologiques qui sont en train de se réaliser sur cette planète vont permettre demain à chaque individu d'être autonome dans sa production d'énergie. Et ça, c'est un point qu'on n'a pas encore abordé, mais qui est important dans l'habitat, le fait d'habiter, les écolieux. De quel type d'énergie voulons-nous bénéficier, et puis cette autonomie, et puis cette écologie. Voilà, énergie, économie, écologie. Voilà pour les écolieux tels qu'ils ont été traités, en tout cas, dans le cadre des différentes commissions, qui étaient les unes clientes, les autres fournisseurs des uns et des unes et des autres. C'est-à-dire que la science fournissait l'écologie, la science fournissait un certain nombre d'informations auprès des commissions qui les lui demandaient. Et puis, il y avait des commissions qui étaient plus clientes, plus fournisseurs, selon les cas, et il y avait une interaction totale, dans certains cas, entre une ou deux commissions, deux sujets. Donc ça, c'est ce que nous avons mis en évidence, pas plus tard qu'au mois de mai dernier, qui a fait l'objet de rapports et qui ressortiront le plus tôt sera le mieux, probablement à la fin de l'été. Voilà pour les écolieux. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose que je n'aurais pas dit ou qui serait pertinent de rajouter? Bruno, si tu as quelque Alors, chose. oui, Philippe, bah, écoute, merci pour ton exposé. Moi, je vais rajouter, compléter, hein. Bon, dans la nature, il n'y a pas de déchets. Tout se recycle. Tout se recycle naturellement. Et le problème avec la France, et même maintenant avec beaucoup de pays dans le monde, c'est qu'on a voulu, comme les Jacobins à la Révolution, on a voulu centraliser tout. C'est-à-dire qu'en France, vous avez des grandes villes, notamment Paris, la région parisienne, qui centralisent presque tout. Et à l'extérieur, c'est pratiquement un désert, comme tu disais, Philippe. L'avantage, effectivement, de nouvelles technologies, c'est qu'on va pouvoir rééquilibrer et les personnes qui étaient obligées de travailler en ville vont pouvoir maintenant s'installer à la campagne, etc. C'est pas nouveau l'idée des écolieux ou des écovillages. Ça date déjà des années 60 avec le mouvement hippie où vous aviez des gens qui se mettaient en petites communautés, notamment à l'époque dans le Larzac, etc., et qui se mettaient à lever des moutons, etc., etc. Bon, ça faisait sourire certains, étant donné que le problème qu'il y avait avec ces petits groupes, c'est que c'était bien. Théoriquement, c'était bien comme système, mais le problème, c'est que ce n'était pas viable à long terme parce qu'il n'y avait pas suffisamment de technologie pour pouvoir vivre en autonomie et aussi il n'y avait pas suffisamment de gestion économique pour extrapoler tout ça à un pays tout entier.
Maintenant, c'est devenu possible tout en permettant aux gens de vivre toujours aussi bien et même mieux. On n'a pas du tout l'intention de revenir à une époque préhistorique, de faire de la décroissance, se retrouver à vivre à la lumière de la bougie, etc. Maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut produire sa propre énergie, panneaux solaires, etc. Mais il n'y a pas que les panneaux solaires, il y a aussi la géothermie, il y a aussi les pompes à chaleur. En France, plus de la moitié du territoire est accessible à la géothermie, notamment le Massif central et autres. Donc, le sol, il y a de la chaleur dans le sol qu'on peut récupérer, etc. Et donc, à partir de là, l'idée, c'est de créer des circuits courts dans des zones, soit à l'échelle de la commune, soit à l'échelle du canton, et que chaque zone soit autonome et indépendante. L'avantage, c'est que, par exemple, au niveau de l'électricité, quand on a une centrale thermique ou une centrale nucléaire qui produit mais qui se met à tomber en panne ou qui est arrêtée, vous avez toute une région qui se retrouve sans électricité. Alors que si on multiplie les petites unités indépendantes, le réseau est beaucoup plus stable, beaucoup plus solide et ne risque pas de tomber en panne. On a parlé aussi du risque de tempête solaire qui envoie des rayons à très haute énergie qui peuvent faire sauter tous les transformateurs. À ce moment-là, il n'y a plus d'électricité. Tandis que si on a des petites unités de production, soit à l'échelle du village, soit à l'échelle du canton, et peut-être même aussi à l'échelle de la maison, de l'individu, ça devient tout à fait possible. À partir de là, les gens sont indépendants et au niveau fonctionnement écologique, c'est la même chose. Les déchets ménagers, eh bien, on les utilise pour faire du compost. On utilise des circuits courts. On va acheter ce qu'on a besoin de manger au producteur local. Et je pourrais parler aussi de ce qui se passait jusqu'aux années 50, notamment dans le département de l'Allier que je connaissais bien. Vous aviez des lignes de chemin de fer d'intérêt local à voie étroite. Vous avez ce qu'on appelait le TACO à l'époque. Il y avait plus de 300, rien que dans ce département-là, vous aviez 300 km de lignes de chemin de fer d'intérêt local qui permettait de transporter les marchandises, qui permettait aussi de transporter les voyageurs à bas coût. Et donc, il y avait moins de camions sur les routes et les gens pouvaient se déplacer même dans les petits villages avec des lignes de chemin de fer de petits gabarits. Et pourquoi ne pas réactualiser tout ça, notamment avec des systèmes du genre tramway de petite dimension et autres. Je peux d'ailleurs dire que la SNCF a commencé depuis le temps que beaucoup de gens le demandent, a commencé à réouvrir une ligne d'intérêt local. Alors que jusqu'à maintenant, l'action, c'était plutôt de fermer des lignes et de tout privilégier au niveau du TGV. Et donc, au niveau de l'indépendance d'une zone, je pourrais citer quelqu'un qui est à la fois un écologiste et un homme d'affaires qui a développé lui-même avec ses propres fonds et avec les fonds qu'il a pu obtenir des projets dans le monde entier. Il s'appelle Gunther Pauli. Le CNT le connaît bien parce qu'on avait fait une émission avec lui l'année dernière. Et Gunther Pauli a réalisé quelque chose d'extraordinaire sur une des îles des Canaries en Espagne, qui est une île pratiquement aride, où il y a très peu d'habitants et où il n'y a rien. Et en fait, il a réussi à rendre cette île totalement autonome en énergie. Et cette énergie permet après de développer des activités. Et depuis qu'il a développé ce système, eh bien, la population a augmenté sur cette île et des tas d'activités nouvelles, d'agriculture et autres se développent. Alors, comment il a fait ça? Tout simplement, il a créé deux bassins, un bassin très bas et un bassin très haut dans la montagne. Et ces deux bassins sont reliés par des pompes réversibles. Et donc, vous avez des panneaux solaires qu'il a fait installer. Les panneaux solaires créent de l'électricité. L'électricité fait tourner la pompe. Pendant la journée, ça remonte l'eau du bas vers le réservoir du haut. Et pendant la nuit, le réservoir du haut redescend l'eau dans le réservoir du bas avec une turbine et ça produit de l'électricité. Ce qui fait que l'électricité est produite aussi bien le jour que la nuit. Et grâce à ce système-là, il y a une autonomie énergétique. À partir du moment où on a une autonomie énergétique, tout le reste suit. À partir de là, on peut irriguer, on peut faire de l'agriculture, on peut développer des industries, etc. Et ça peut se développer à tous les niveaux dans un pays comme la France. Et donc, comme tu disais, Philippe, dans la commission Habitat et la commission écologie du CNT, il y a eu toute une série de travaux qui ont été faits pour montrer comment on peut, ne serait-ce que dans les villages français actuels, transformer certains villages en villages écologiques totalement
autonome en énergie, totalement autonome en ce qui concerne donc, le recyclage, en utilisant le moins possible d'incinération des déchets, en recyclant absolument tous les matériaux et en vivant d'une manière, je dirais, à la fois autonome et respectueuse de l'environnement. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Philippe, je te repasse la parole si tu veux. Je crois on a bien balayé le sujet sur les écolieux qui ont été très bien présentés par Sylvain et qui ont été, je crois, bien complétés par toi. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de fermer le chapitre et de passer à un autre. J'ai envie de raconter une histoire qui débouche évidemment sur des choses très actuelles, même si au départ ça doit vous paraître un petit peu incongru. Mais ça se passe en 1902. C'est en 1902, nous sommes en Martinique. En Martinique, à ce moment-là, il y a des élections sur toute la France et en particulier en Martinique. Ce sont des élections nationales assez importantes. L'équipe de Waldeck-Rousseau, la gauche de Waldeck-Rousseau n'est pas sûre de passer. Donc, on va chercher des électeurs un peu partout sur la planète. Partout, il y a des Français. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que il y a la montagne Pelée, qui était qui est un volcan, hein, clairement, était en éruption. Alors, éruption permanente, avec des projections grosses comme des boulets de charbon, on va dire ça comme ça, qui tombaient de loin en loin sur la ville de Saint-Pierre. La ville de Saint-Pierre, à l'époque, c'était une ville hyper moderne, avec un théâtre, avec plein de choses. On appelait ça le Paris des Antilles, la ville de Paris des Antilles. Voilà ce que c'était que Saint-Pierre à l'époque. C'était une grande et belle ville et la principale ville. Il y avait plus de 30 000 personnes, je crois, qui habitaient à Saint-Pierre. Et donc là, on est à la fin du mois d'avril 1902. Et donc cette fameuse montagne Pelée, elle envoie ses projectiles. Bon. Et les spécialistes techniciens des volcans disent, ça va se calmer, quoi. Ça va passer, etc. Ok. Et puis les politiciens disent, mesdames et messieurs, surtout ne partez pas effrayés par quelques boulets qui nous tombent sur le coin de la figure. Un, ça va passer. Et puis deux, vous allez voir, dès que les élections seront faites, vous ferez ce que vous voulez, mais tenez jusqu'aux élections, ça va bien se passer. Ça s'est tellement bien passé que certaines personnes ont décidé quand même de partir. Il faut quand même le savoir historiquement. Il y a à peu près 10% de la population de la ville de Saint-Pierre qui a décidé de prendre ses bagages et d'aller s'installer un peu plus au sud pour se mettre à l'abri de cette montagne qui était quand même un petit peu menaçante. Et puis ce qui s'est passé dans la nuit du 8 mai, c'est qu'il n'y a pas eu d'éruption de la montagne Pelée, il y a eu une explosion de la montagne Pelée, ce qui fait qu'il y a eu très peu d'ailleurs de projections de matériel, mais il y a eu un déplacement d'air, un souffle d'air qui a été puissant comme une explosion nucléaire et qui a tué les gens par explosion des poumons en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de blessures extérieures, mais les gens étaient tous morts comme s'ils s'étaient endormis d'un seul coup sur la route chez eux, etc. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé les corps. Il y a eu, je crois, 2 survivants à cette mésaventure. Voilà, et il y a eu en tout une trentaine de mille de personnes qui ont souffert de cette explosion dramatique, absolument dramatique. Alors, quel rapport avec notre affaire? Tout simplement, les gens qui sont restés à Saint-Pierre, ils ont obéi aux autorités. Ils ont cru à ce qu'on leur disait. Ils se sont dit, bon, après tout, les scientifiques nous disent que ça risque rien, etc. Les politiques nous disent qu'ils vont rester aussi. Bon, voilà. Et puis, de fil en aiguille, l'élection devait avoir lieu le 9 ou 10, et bien le 8, tout le monde était mort. Voilà. Et moi, je me suis trouvé dans cette région au tout début des années 2000. Et puis, je ne connaissais pas cette histoire, ou je la connaissais très vaguement. Et il y a un jeune homme, je l'entends qui parle à un autre collègue et puis qui lui dit dis donc, tu me prends pour qui? Tous les couillons sont morts à Saint-Pierre. Alors, sur le coup, je n'ai pas compris. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et puis, j'ai fini par comprendre que quand on réfléchit et qu'on voit un volcan qui va exploser ou qui va être en éruption, on se dit, on se met à l'abri, quoi. Même si quelqu'un vient nous dire tout va bien, vous allez voir, ça va bien se passer, attendez 48 heures, etc., etc. Je suis un être souverain, je décide, je m'en vais. Et si je suis pas un être souverain, si je suis marqué par les autorités qui me disent ce que je dois faire contre les apparences, eh bien, je perds ma liberté et en fait, les couillons sont morts à Saint-Pierre ce jour-là. Paix à leur âme. Ça, c'est la première histoire que je voulais raconter.
Euh, et je vais en raconter une autre qui est plus récente, beaucoup plus récente, puisqu'elle se conclut ce 17 juin derrière nous, là, il y a quelques jours. Il s'agit de l'histoire d'un procès. Alors, un procès qui concerne un agriculteur viticole, qui était de longue date en contravention ou en tout cas en bagarre avec ce que l'on appelle la MSA, la Mutuelle sociale agricole, qui est la sécurité sociale des agriculteurs. Alors pourquoi était-il en conflit? Tout simplement parce que depuis des années, il avait décidé de s'assurer lui-même et qu'il ne passerait pas par les services de la Mutuelle sociale agricole. Très bien. Qui était chargé de collecter justement toutes toutes les contributions sociales des personnels qui travaillent je dirais, dans l'agriculture, la paysannerie en général. Et ce monsieur a tellement agacé cette MSA qu'au bout de 25 ans de bagarre, la MSA l'a mis en demeure, l'a mis au procès. Et l'enjeu, c'était de lui vendre ses terres et sa maison pour pouvoir récupérer l'argent que la MSA estimait qu'elle lui devait. Alors, cette histoire, elle est emblématique de quoi? Elle ne dit pas que grâce à la lutte du pot de terre contre le pot de fer, c'est le pot de terre qui a gagné. C'est pas ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait un cas de nullité, c'est-à-dire que cette MSA était à l'origine un syndicat professionnel et qu'elle est passée en mode de mutuelle, société mutualiste, dans les années 60, d'après ce que j'ai bien compris. Et ce passage d'un système à l'autre aurait dû normalement être noté quelque part et faire l'objet de modifications statutaires, ce qui n'a jamais été fait. Pendant ce temps-là, les personnes payaient leurs cotisations, les paysans payaient leurs cotisations, sans connaître ce détail, on va dire, juridico-administratif, puisque personne n'avait cru bon de se mettre en règle avec la loi française. Eh bien, l'avocat de la personne que je viens de citer tout à l'heure, voilà, qui est un agriculteur, est tombé sur cette particularité et évidemment l'a mise en évidence et a demandé la nullité de ce procès, car, en tout état de cause, cette mutuelle n'avait aucun droit juridique à l'existence juridique. C'est-à-dire qu'elle n'était pas fondée à demander quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est aussi fort que ça, quoi. C'est ce qui a été écrit dans les conclusions de l'avocat. Et c'est ce qui a été retenu par la Cour. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas obtenu la vente des biens de ce monsieur, mais en plus ils ont dû lui verser 1 500 euros, si ma mémoire est bonne, de dommages et intérêts au titre du préjudice, etc. Donc je trouve que cette histoire, elle est emblématique parce qu'elle devrait normalement, déjà premièrement, redonner du baume au corps à tous les paysans qui se traitent très mal eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent plus payer leurs cotisations, alors que cette histoire montre que ces cotisations sont indûment demandées par un organisme qui lui-même ne s'est pas mis en règle avec la loi française. Étonnant, non? Donc ça, c'est pour dire que lorsqu'on a affaire à des monstres en face de soi, qu'on a l'impression qu'on est le pot de terre contre le pot de fer, qu'on est David contre Goliath, eh ben, il peut toujours y avoir, à un moment ou à un autre, un cas de nullité qui fait que vous allez vous sortir vainqueur. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce cas-là. Moi, je trouve que c'est une belle image pour tous les agriculteurs qui nous écoutent, de se reposer la question de savoir s'il est vraiment utile qu'il s'adresse à la MSA pour pouvoir s'assurer. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut jamais s'assurer, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais ils peuvent, en tout état de cause, trouver des solutions alternatives à ce système de cotisation qui leur a été imposé contre vents et marées et qui, visiblement, l'a été de façon illégale puisque le droit français reconnaît que cette entité n'a aucun droit et sans droit ni titre pour réclamer de l'argent à qui que ce soit. C'est quand même pas une paille. Voilà. Mais ça fait 50 ans que ça existe. Hein. Voilà. Donc voilà, le genre de choses qu'on découvre. Alors là, c'est pareil, c'est un petit peu une conclusion de la même nature que l'histoire précédente. C'est-à-dire que quand on réfléchit un peu, quand on se bat, quand on fait valoir son droit contre celui du monstre qu'on a en face de soi, surtout si c'est un monstre à caractère étatique, eh bien, on peut obtenir gain de cause. C'est pas si simple aujourd'hui parce qu'on a des cas difficiles à gérer hein, lorsqu'on se retrouve face à des juges qui trouvent qu'on leur envoie des courriers un petit peu sévères, qu'on leur dit des vérités avec un ton un petit peu hautain et qu'ils le prennent relativement mal et que même ils vont jusqu'à nous expliquer que c'est illégal de leur parler sur ce ton-là. Bon, bah rendez-vous au procès. Hein, j'ai envie de dire, il faut effectivement à un moment donné mettre les choses à plat et prendre son courage à deux mains et on y arrive. On y arrive et on y arrivera.
Voilà ce que je voulais raconter, mes deux petites histoires qui nous envoient vers un futur positif. Et puis, je voudrais également en parler d'un médecin que tout le monde connaît maintenant, qui fait parler beaucoup d'elle, qui est Madame Alexandra Orion-Caude, qui est une généticienne et qui nous dit, qui nous confirme encore récemment que les prétendus vaccins sont en fait des expériences génétiques et dont on ne sait absolument pas à terme le résultat vers quel résultat elles vont nous conduire. Et quand elle dit ça, c'est un euphémisme pour ne pas en dire plus. D'autres en disent plus, mais c'est pas ce que je veux. Je veux pas argumenter techniquement ce soir. Simplement dire que le simple fait qu'un médecin déclare que, avec son autorité naturelle et professionnelle, hein, qu'il s'agit d'expérimentation médicale, ça nous renvoie directement vers Nuremberg, hein, les codes de Nuremberg qui disent que toute expérience médicale pratiquée contre le gré des personnes, eh bien, ça s'appelle un crime contre l'humanité. Moi, j'aimerais que quelqu'un m'explique pourquoi ça n'en serait pas un. Voilà, ça sera ma conclusion pour cette affaire-là. Et puis dire que l'OMS, aujourd'hui, explique au pays qu'il ne faut pas vacciner les enfants. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Ah, voilà. Alors que certains pays vaccinent les enfants. Est-ce qu'en France, on va vacciner les enfants? Probablement. J'ai cité le cas de l'Ontario, qui est un des États du Canada, qui aujourd'hui vaccine les enfants très clairement. C'est-à-dire que non seulement il vaccine les enfants, mais il les vaccine à l'école et il les vaccine sans le consentement des parents, sans que les parents soient même prévenus, parce que la loi les y autorise. À quand cette loi chez nous, qui viendrait en contradiction avec celle de l'OMS? Mais qui décide de quoi dans cette affaire-là de vaccination? Ça devient compliqué, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on ne devrait pas faire les uns et les autres valoir son droit à dire tout simplement, ben, les autres font comme ils veulent, mais moi, non, merci. Et puis, je reste chez moi et je ne veux aucune coercition. C'est mon droit. Voilà. Ceux qui veulent se faire vacciner, ben, ma foi, ils vont se faire vacciner. S'ils veulent en savoir plus, par contre, ils se renseignent. Et s'ils se renseignent, eh ben, ils vont sur Internet, ils viennent écouter les vidéos au sein du CNT, ils viennent se renseigner, tout simplement se renseigner avant de décider. On a Voilà. un petit message, on a un petit message à diffuser d'information. Oui. Allons-y. On ne nous dit pas tout. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous. www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr. Vous êtes sur la télévision du gouvernement de la France libre. Les lundis, mercredis, vendredis de 20h30 à 22h, nous vous informons. Notre chaîne YouTube, CNT, Canal Historique. Effectivement, notre volonté est de vous informer le plus clairement possible. Comme l'a démontré le CNT, dans le sens de ce que tu disais, Philippe, ça va encore beaucoup plus loin que ça, parce que la République française, depuis 2008, n'est plus qu'un château de cartes, prêt à s'effondrer, étant donné que les juristes et les avocats du CNT ont démontré, preuve à l'appui, que la Constitution a été donc violée en 2008 et qu'elle n'existe plus. Donc toutes les lois, tous les traités, toutes les mesures et tous les décrets qui ont été votés depuis 2008 sont nuls et non avenus. Et ça, que les juges ou les juristes ou même le Conseil d'État ou même le Conseil constitutionnel viennent contester, eh bien qu'on vienne nous démontrer que c'est faux. Qu'on vienne nous démontrer que c'est faux et effectivement, comme tu disais Philippe, qu'il y ait un procès par rapport à ça et on verra qui va gagner. Voilà. Merci Philippe. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Il nous reste un peu de temps, Sylvain, ou pas du tout? Oui, il nous reste quelques minutes. Oui. De quoi parler pour une prochaine fois. Donc, on peut rappeler également que tous les lundis soirs, on répond aux questions des membres, hein, tout simplement, après le direct. Je crois que c'est important de pouvoir le resignaler. Que, évidemment, on continue de faire des directs lundi, mercredi et vendredi soir à 20h30.
que pour des raisons techniques, ma foi, aujourd'hui, nous sommes dans un mode de léger différé, mais vraiment pour des raisons techniques, mais nous sommes dans les conditions du direct. Et voilà, et que les affaires continuent. Donc, on rentre dans un été qui va être chaud, a priori, quand on regarde un petit peu les termes de ce qu'on nous prévoit pour l'été, on verra bien, hein. Des choses vont bouger au plan France, au plan international. Il va falloir surveiller nos réseaux, voir s'il n'y a pas trop de coupures d'électricité, d'Internet, ne pas s'inquiéter si ça doit arriver, prendre des dispositions pour garder un petit stock de nourriture chez soi, ça peut toujours servir. Voilà, sans affoler personne, hein, il n'y a pas lieu de s'affoler. Donc voilà, on attend, on est vraiment dans l'attente. On espère évidemment que le sort de différentes personnes qui sont privées de liberté chez nous va s'adoucir prochainement, voire même se résoudre, ce qui serait génial. Et on attend ça avec impatience. Voilà. Bruno, un petit mot peut-être pour la fin. Bien, je pense que certaines personnes, certains membres du CNT vont probablement partir en vacances. Je pense qu'ils l'auront bien mérité après ce qu'on a vécu cette année. Et donc, d'après ce que dit la météo, il va faire beau. Donc, l'été sera chaud, comme tu disais, Philippe. Et ce qu'on souhaite simplement, c'est qu'à la rentrée, beaucoup plus de gens dans la population auront pris conscience du système dans lequel on vit et des couleuvres qu'on essaye de nous faire avaler. Voilà. Moi, je voudrais rajouter une note d'optimisme sur tout ça, c'est que dès l'instant où les masques n'ont plus été rendus obligatoires dans les rues, moi j'ai remarqué que 80% des gens n'ont plus de masques dans les rues. Il reste des irréductibles qui pensent qu'ils se protègent mieux, plus, etc. Ils font un peu de zèle parce qu'ils sont véritablement dans la croyance dure que ces masques sont utiles pour leur santé, alors que nous rappelons qu'ils sont plutôt, c'est l'inverse, ils viennent perturber en tout cas à coup sûr, perturber leur système immunitaire. Ils viennent mettre des microbes là où il n'y en aurait pas eu normalement, etc., etc. Et que peut-être, pour ceux qui y croient, ça protège d'un Covid-19 dont on attend toujours de le voir, hein. Vous savez, c'est un petit peu comme l'Arlésienne, hein. On en parle beaucoup, mais personne ne l'a vu, ce Covid-19, en tout cas sous un microscope, on s'entend, hein. Et là, je ne dis pas de bêtises, je parle en connaissance de cause. Donc voilà, il faut vraiment garder espoir que les gens comprennent que finalement, nous vivons dans une sorte de scénario qui aurait été préécrit. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Les gens le vivent comme ça, ils se disent qu'est-ce qu'on va nous sortir demain? On va obéir parce qu'on n'a pas envie de prendre une amende, on va obéir parce qu'on continue de faire confiance à des gens qui nous parlent dans le poste, qui continuent de s'occuper de nous, nos retraites continuent de tomber, nos allocations continuent de tomber, etc. Donc, pour toutes ces raisons-là, on continue d'obéir. Mais il y a toute une série de choses qui se passent qui ne sentent pas bon, quoi. Donc, on aimerait comprendre sur ce lien qu'il y a entre la 5G et ce qu'on nous met dans les veines lorsqu'on va se faire vacciner, par exemple. On lit des choses, on voit des choses. Et c'est pas que du conspirationnisme, c'est des choses qui sont dites et écrites par des gens très sérieux. Donc voilà, il faut véritablement se renseigner avant d'envoyer ses proches, ses amis, ses enfants se faire vacciner et prendre cet exemple sur les sportifs de haut niveau qui sont, à mon sens, très représentatifs parce que ce sont des gens qui sont en hyper bonne santé par nature. Et qui, à un moment donné, lorsqu'ils vont vers la seringue, parce qu'ils obéissent comme tout le monde, bien souvent plus que tout le monde d'ailleurs, ces gens-là, par contrainte, hein, eh bien, on se rend compte qu'il y en a une grande proportion de ces gens en hyper bonne santé qui subitement subissent des baisses de santé, quoi. C'est-à-dire, ils courent moins vite, ils se sentent moins en forme, ils ont le nez qui coule, alors qu'ils n'avaient pas tout ça avant. Les chiffres sont là. Ces informations ne sont pas divulguées, mais nous les avons par la bande, si je puis m'exprimer ainsi. Et elles sont significatives à tel point que il y a des Jeux Olympiques à Tokyo prochainement. On ne sait pas si on aura tous les effectifs prévus, parce qu'il y a des gens qui sont sur le flanc. Voilà. On a vu des accidents sur les terrains de foot, des accidents cardiaques, on a vu différentes choses. Alors c'est toujours la même question, comment attribuer à la seringue tel ou tel un événement. Voilà. Après, c'est ce qu'on appelle le faisceau de présomption. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un certain nombre de mêmes résultats partent à partir de la même cause qui serait la seringue,
on est obligé statistiquement d'en conclure des choses, quoi. Et c'est là que justement le bât blesse, c'est qu'on n'a pas toutes les informations. Elles existent évidemment, mais elles ne sont pas diffusées par celles et ceux qui n'ont pas forcément intérêt à ce qu'elles le soient. Donc on est toujours un peu sur une charnière. Donc on est très prudent par rapport à l'analyse des conséquences de la seringue, mais en même temps on est obligé de reconnaître qu'il y a des conséquences et parfois des conséquences graves. Donc pour le moins, ce qui ne devrait plus exister, c'est l'obligation vaccinale. Le vaccin ou pas vaccin, ça, à la limite, c'est le choix de chacun. Bon. Mais l'obligation vaccinale, avec une coercition derrière, si par hasard on ne souhaitait pas se faire vacciner, ça, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est contraire au au code de Nuremberg. Et puis voilà. Et on a dit et redit que ces vaccins n'en sont pas et que donc ils rentreraient plutôt dans le cadre d'un traitement qui serait un crime contre l'humanité, puisque ce sont des expériences médicales non voulues, non souhaitées par les personnes qui ne les acceptent que sous la contrainte. Voilà, il faut redire et dire. Voilà, on va pas être pessimiste, au contraire, on va être optimiste parce qu'on envoie du sens à tout ça, on envoie du bon sens et on envoie de quoi réfléchir et c'est tout. Et on y tient beaucoup et on espère que de nombreuses personnes vont nous écouter, nous et d'autres. On n'est pas tout seul à dire ça, on ne fait que constater comme beaucoup d'autres. La seule différence, c'est que, à l'image d'Éric Furil, bien nous avons prévu ça depuis 20 ans grâce à lui. Il a vu se dérouler un certain nombre de scénarios, que ce scénario ne l'ont pas surpris. Enfin, quand ils l'ont pas surpris, ils lui ont fait peur, mais ils ne l'ont pas surpris quand ils sont arrivés, quand ils ont été présentés, et que malheureusement, tout ce qu'il avait lu, entendu, dit, eh bien, s'est révélé exact et se déroule sous nos yeux aujourd'hui. Donc, restons de plus en plus vigilants au fur et à mesure que les difficultés avancent, au fur et à mesure qu'on veut nous faire absolument mettre une seringue dans les veines, que ce soit dans n'importe quel média, aujourd'hui, télévision, radio, presse, on nous invite à aller se mettre la seringue. Bah, réfléchissons avant de se précipiter. Moi, j'ai l'exemple de quelqu'un, tout à fait clairement, qui travaille pour un laboratoire français qui, pour une fois, n'est pas dans l'affaire des vaccins en question, mais qui sait beaucoup de choses et qui dit, bah, moi, je serai vous, moi, je sais ce qu'il y a dans les vaccins, je ne me précipiterai pas pour aller vous faire vacciner. Voilà. Ce monsieur ne peut pas en dire plus, car s'il en dit plus, il va être réprimandé par sa société, peut-être même plus. Et en plus, il est aussi la branche sur laquelle il est assis, puisqu'il est vendeur de santé lui-même, il est fabricant de santé. Donc c'est assez compliqué de faire la part des choses, de se livrer, de se délivrer. Et quand on a la chance d'avoir des médecins engagés comme Madame Alexandra Henrion-Caude, que je salue, elle n'est pas seule, mais elle est emblématique. Et bien, quand on a la chance d'avoir des experts de cette qualité-là qui disent le vrai, ben, il faut s'appuyer sur eux et au minimum aller vérifier tout ce qu'ils nous disent, plutôt que de les critiquer et d'écouter les jacasseries à leur sujet sur des médias qui ne sont pas bien intentionnés à leur égard. Voilà. Donc, moi, j'ai terminé sur ces sujets-là et je repasse la main. Un bon moral et gage de bonne santé. Donc, je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. Nous aurons le plaisir de vous informer à partir de lundi, ce sera 20h30. Un excellent week-end qui comprend évidemment des sorties, de la fête, de l'épanouissement, etc. Merci Philippe, merci Bruno, merci Marie, merci à vous qui nous regardez également. Rendez-vous lundi, 20h30. Le Conseil national de transition présente La France libre. Lundi, mercredi, vendredi, 20h30, 22h. La France libre. Conseil national de transition.